Économiste. Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire. Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie. Bonjour Francis. Salut Mario. Alors, rapport aujourd'hui là, sur cette situation dont on avait déjà parlé, là, des hypothèques qui sont en amortissement négatif. Je l'expliquais la semaine passée. Tu payes un paiement de 2000 $. Quand tu l'as signé à 2% taux variable, il y avait 1200 de capital, puis 1200 d'intérêt, j'avais 800 de capital. Tu étais bien content, tu payais 800 $ sur ta maison. Mais là, tu es rendu à 2100 $ d'intérêt. Donc, avec ton 2000, tu payes même plus l'intérêt. Non. Donc, à chaque mois, on prend le 100 $ qui manque, puis on va l'ajouter à ton capital à payer. Donc, sur ta maison, le montant qui reste à payer augmente à chaque mois. Effectivement. Sauf que là, on a un rapport qui dit que c'est plus des exceptions, c'est plus quelques cas d'exception dans les banques, là. Non, effectivement, là, c'est ce média qui s'appelle The Kobayashi Letter qui a fait état qu'en fait, il cite 3 grandes institutions financières, là, la BMO, la TD et la CIBC. Mais si tu veux mon avis, Mario, les proportions ne doivent pas être complètement différentes dans les autres banques. Là. Donc, ces 3-là, ce qui montre, en fait, c'est qu'ils calculent ça en proportion du portefeuille d'hypothèques. Tu sais, quand tu es une banque, là, BMO, par exemple, ils ont 147 milliards d'hypothèques là, à plein de Canadiens. Eh bien, sur ces 147 milliards-là, il y en a 32 milliards, donc 22% qui sont en amortissement négatif. C'est une hypothèque sur 5, c'est énorme. Et puis, donc, comme tu l'as dit... Puis les deux autres, c'est un petit peu autour de 20% aussi, un peu en bas. Oui, la TD, c'est 18, CIBC, 19. Puis comme je te disais, là, j'ai pas les chiffres, là, mais je suis pas mal certain que RBC et d'autres, là, ça doit être à peu près dans ces eaux-là également. Là. Est-ce qu'il faut paniquer? Parce que là, tu dis, là, c'est comme, est-ce qu'on prépare une crise immobilière comme les États-Unis 2009? Tu sais, quand tu fais un prêt hypothécaire, Mario, c'est un contrat. Tu sais, fait que tant que le contrat arrive pas à terme, je veux dire, en ce moment, si tu fais ton paiement qui était de 2000 $ il y a 3 ans... Tu le fais toujours. Tu le fais toujours. Il n'y a rien qui change. Évidemment, Sauf que toi, comme ménage, là, ça va pas bien parce que là, tu payes plus ta maison. Mais tant qu'il n'y a pas un événement qui se produit, ça change rien. Tu fais ton paiement de 2000 $, puis tu as le droit de rester dans cette maison. Oui, tu fais ton paiement. Après, il peut arriver 2 choses. La première, c'est que tu dis, ça n'a pas de maudit bon sens, je vais vendre la maison. Mais là, évidemment, la maison, elle s'est-tu appréciée? Elle a-tu perdu de la valeur? Elle vaut-tu exactement la même chose? Faut que tu enlèves un 4% de frais de courtage immobilier, etc. Fait que, tu sais, grosso modo, ça peut mettre des gens en difficulté. Et puis, évidemment, il y a des gens qui peuvent, tu sais, pour une raison ou une autre, décider que c'est plus pour eux, puis ils veulent faire d'autres choses avec leur argent, fait qu'éventuellement sortir de ce marché-là. L'autre affaire qui peut arriver, Mario, c'est qu'il arrive le renouvellement. Puis là, forcément, tu avais convenu, toi, d'un paiement fixe à 2000 $ par mois pour rembourser en 25 ans ce que tu devais. Au moment de ton renouvellement, on va réétaler le montant que tu dois sur 25 ans, donc ça va être 2100 $ d'intérêt, comme tu viens de l'exemple que tu viens de donner, plus une portion de capital. Donc là, ton paiement, il va passer de 2000 à 2008, là, où, tu sais, je sais pas, comme dans ton exemple de tantôt. Et tant entendu que tu l'as, t'es capable de le payer, de le sortir à tous les mois. Là. Fait que là, tu sais, comme je te dis, la première affaire, c'est ça n'a pas de bon sens, on va à la maison. Mais la deuxième affaire, c'est ça me coûtait 2000, maintenant ça me coûte 2800. C'est pas ça n'a pas de bon sens, c'est je suis plus capable de payer. Et là, forcément, ça t'oblige à vendre. Puis souvent, ça t'oblige à vendre rapidement. Puis tu le sais comme moi, quand on vend rapidement, c'est le prix, on vend moins cher pour s'assurer de vendre. Et donc, ça peut occasionner là, une augmentation des propriétés sur le marché. Donc, selon toujours Kobayashi Letter là, qui énonce ces chiffres-là, ils disent qu'une augmentation de 10% de l'offre sur le marché, là, ce qui est quand même beaucoup... Ça n'arrivera pas demain matin, ça. Pas demain matin, mais ça pourrait faire éventuellement baisser les prix de l'immobilier au Canada. Ce qu'on n'a pas vraiment vu, là, ça fluctue, ça monte, ça baisse là, depuis 1 an et demi, mais ça pourrait faire baisser. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on va regarder un œil, mais comme je dis, je pense pas qu'il y ait le péril dans la demeure demain matin pour mais en même temps, toutes nos banques... Ouais. Toutes nos banques, quand ils ont présenté leurs états financiers, là, c'est pas la meilleure année, les profits sont un peu en baisse, mais elles ont toutes inclus. Je me souviens, à chaque fois qu'il y a un article de journal cet été là, sur les profits des banques, là, il y a toujours un paragraphe pour dire qu'ils se sont mis des énormes provisions pour pertes. Donc, les banques font le calcul qu'il va y avoir des problèmes. Là. Puis encore une fois, selon le moment où la maison, la propriété a été achetée, puis ce qui survient là, tu sais, quelqu'un qui a acheté sa propriété il y a 4 ans, par exemple, tu le sais,
Mario, les valeurs immobilières ont explosé au Canada. Par contre, quelqu'un qui a acheté au plus haut de la pandémie, à 2021, l'année où les records ont été battus d'augmentation de prix, là, tu peux avoir du monde mal pris. Là. Mais dans tout ce jeu-là, il faut regarder les grands chiffres. C'est pour ça que je dis, quand tu dis les banques se sont mis de l'argent de côté, oui. Dans le jargon technique, on appelle ça des prêts non performants. C'est-à-dire c'est des prêts qu'on a consentis à des gens que le monde ne sont pas capables de rembourser. Là, c'est pas une faillite, c'est juste le prêt spécifiquement. La personne n'est plus capable d'assumer le paiement. Et donc là, ça oblige les banques à ressaisir la maison. Là, les banques, ils n'aiment pas ça. Les banques, ils veulent pas avoir des maisons dans leurs états financiers. Ils veulent des prêts puis de l'épargne. Fait qu'éventuellement, ils donnent ça rapidement à des syndics là, pour revendre. Mais bref, généralement, ils assument une perte. Donc, tu nous dis pas de panique, mais c'est certainement quelque chose à surveiller. Là. Ah oui, c'est certain. Puis tu sais, comme je reviens sur cette tendance, Mario, de paiement fixe, qui est très bien quand tu fais ton budget, mais qui, quand on vit une augmentation rapide du taux directeur comme on l'a vécu dans la dernière année, c'est juste pas on peut te dire que ceux qui ont conçu cette façon-là de faire les hypothèques s'étaient dit, voyons, les taux augmenteront jamais de 5% dans la même année, là, voyons. Exactement. Mais c'est pas juste qu'ils ont augmenté de 5%, Mario, c'est qu'ils partaient de zéro. S'ils étaient passés de 5 à 10, c'est plate, mais ça fait augmenter d'une certaine proportion. Mais quand tu passes de 0 à 5, l'effet démultiplicateur est plus grand. Et donc, c'est ça qui fait mal, évidemment. Puis qui était un peu inattendu, on va se le dire. Vraiment. Les gens, même moi, je tablais sur un 2%, 2,5%, 3% d'augmentation dans une année. Finalement, on a eu juste en 2022, 4,5 puis un autre demi-point début 2023. Tu nous parles de la grève dans l'automobile, ça se poursuit? Ben oui, ça se poursuit. Jour 4 de cette grève-là, je rappelle un petit peu rapidement, c'est un syndicat qui représente les travailleurs pour les 3 grands fabricants américains que sont Stellantis, GM et Ford. La stratégie, on en avait parlé la semaine dernière, Mario, est assez intéressante. Ce qu'ils font, au lieu de mettre tous les travailleurs en grève, ils mettent quelques travailleurs en grève dans certaines usines. On parle de quelques milliers. Puis là, c'est certaines pièces. Fait que là, ces pièces-là ne sont plus fabriquées. Fait que là, l'usine suivante qui prenait cette pièce-là comme intrant, je sais pas, les transmissions, par exemple, on arrête l'usine de transmission. Fait que là, l'usine si t'as plus de transmission, tu peux pas finaliser un véhicule. Fait que là, ceux-là, ils sont pas en grève, mais là, ça oblige, puis là, c'est ce qu'on apprenait aujourd'hui, ça oblige les manufacturiers à mettre les gens, les mettre à pied, mais là, ça a des coûts plus importants, c'est plus de la grève, ça coûte pas de l'argent au syndicat, etc. Fait que c'est assez smart comme stratégie du point de vue là, de l'Union des travailleurs automobiles. Jour 4, là, évidemment, c'est le début de ce qu'on pense va être un assez long conflit. Monsieur Biden, intéressant, là, je sais que tu aimes bien la politique américaine, Mario, mais c'est prononcé en faveur des travailleurs. Là, il joue évidemment sa game politique. Parce que le démocrate est plus du côté syndical. Oui, mais M. Biden n'a pas été historiquement le président des travailleurs. Là, c'est pas à ce titre-là. Des fois, M. Trump est un petit peu plus... donne l'impression. Là, tout ça est un spectacle. Mais fait que ça va être intéressant. Il dit évidemment là, dans toutes ses communications là, que les milliards de profits qui ont été faits par les compagnies automobiles devraient être redistribués, etc. Puis je voulais juste, Mario, un grand gagnant là-dedans, tu sais, c'est qui? C'est Tesla. Ben oui, parce que la game qui est en train de se jouer, notamment par-delà les conditions de travail, c'est la transition vers des véhicules électriques que les 3 grands manufacturiers de Détroit essaient de naviguer. Tesla est déjà comme un peu en avance du point de vue technologique, assemblage, et pas syndiqué. Et donc là, en arrêtant la production pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, en mettant peut-être un certain doute sur ces marques-là, qui gagne, évidemment, c'est l'autre manufacturier américain qui est déjà en avance de la parade sur les véhicules électriques. Et donc, j'imagine que M. Musk doit se frotter les mains actuellement de manière un peu cynique, mais quand même. Il faut produire de l'électricité au Québec, on l'a dit, et une des choses rapides que Hydro-Québec peut faire, c'est des appels d'offres pour de l'énergie éolienne. Il y a pas mal d'intérêt. Oui, beaucoup d'intérêt. Puis ça vient de partout, d'entreprises québécoises, d'entreprises américaines, d'entreprises étrangères. Mario, il y a un appel d'offres qui avait été lancé. Il me semble qu'on en avait parlé à l'émission ce printemps, là, il n'y a pas très longtemps, pour 1500 mégawatts. Eh bien, Hydro-Québec a reçu le double en offre. En proposition. 3000 mégawatts. Et donc là, il va falloir qu'ils choisissent. Est-ce qu'on regarde juste le prix au kilowattheure ou est-ce qu'on regarde d'autres facteurs de fiabilité, de confiance ou de production
production locale, de compagnies locales? Ben, il y a plusieurs facteurs, Mario, mais c'est sûr que c'est compliqué. Là. C'est pas fabriquer une éolienne déjà en soi, faut la construire, il faut l'installer. Il y a plusieurs enjeux d'acceptabilité sociale. Là, oui, ça c'est l'autre bout. C'est pas fait tant que c'est pas fait, là, à quelque part. Fait que j'imagine c'est de plus en plus difficile. Hydro a des indicateurs, c'est de plus en plus difficile. En même temps, dans les régions où il y en a déjà, on observe qu'il y a une forme d'acclimatation puis d'acceptabilité, mais c'est comme ça vient après. Fait que ce qui est un peu particulier dans l'acceptabilité sociale, c'est qu'il faut l'avoir avant. Mais comme les projets qui ont des partenariats autochtones vont passer en priorité, il y a des affaires comme ça, des critères comme ça probablement qui vont entrer en ligne de compte. C'est la firme Raymond Chabot Grant Thornton, qui accompagne Hydro-Québec là, dans un peu ce processus-là d'impartialité. Puis évidemment, l'enjeu, Mario, avec l'éolien, j'adore cette source, mais c'est intermittent. Et donc, ça règle une partie du problème, mais pas tout le temps. Donc, ça veut pas dire qu'on va pas aussi devoir faire des barrages, du nucléaire peut-être, mais en tout cas des sources qui sont fiables parce qu'ils ventent des fois, ils vendent pas d'autres fois. Donc, c'est bien pour la quantité d'énergie dans la durée, mais quand l'hiver, tu sais, Mario, là, on a battu un record l'hiver dernier, quand il y a la pointe, là, c'est-à-dire quand tout le monde consomme énormément d'énergie en même temps, l'éolien, peut-être que ça tourne, peut-être que ça tourne pas. S'il fait moins 30 puis ils vendent pas. Et puis, je pense, Mario, je suis vraiment pas un expert, mais je pense qu'à moins 30, en plus, les éoliennes, ils tournent pas. Ah oui? Parce que le mécanisme, là, c'est pas bon. L'huile est trop épaisse. Je te dis, je suis pas un ingénieur, mais il y a quelque chose de même. Je pense que t'as raison. Fait que non seulement tu es en pointe parce que plus il fait froid, plus on a besoin d'énergie pour se chauffer, mais en plus, tu perds cet approvisionnement-là. Ouais. Donc, ça veut pas dire qu'on va pas faire 1001 autres projets de barrage, d'autres formes plus régulières. Francis, merci, à demain. Je t'en prie, à demain. L'exercice